Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats, l'émission qui donne la parole aux auteurs francophones. Alors l'invité que nous allons recevoir est d'origine togolaise, il est docteur en sociologie, vous le connaissez. Je suis très contente de l'accueillir à nouveau dans ce studio. Alors il est l'auteur de Place des Fêtes, entre autres Le Paradis des Chiots, il a reçu le prix Amadou Kourouma, Al Capone, le Malien, ça y est, vous voyez de qui je parle. Il y a aussi La couleur de l'écrivain qui est sorti en 2014. Il a obtenu en 2004 le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Samy Tchak, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui. Très bien, merci beaucoup d'être là avec nous dans notre plateau à Télé Sud. Alors, votre dernier livre, votre nouveau livre, Ainsi parlait mon père, aux éditions Jean-Claude Lattès, eh bien, ouvrons tout de suite le débat, au fil des pages. Samy Tchak, Ainsi parlait mon père, aux éditions Jean-Claude Lattès, c'est un dialogue, une écoute qui a duré plus de 40 ans. C'est-à-dire ce sont un peu des citations, des maximes, des phrases, un entretien, certaines phrases voilà, qui vous ont marqué, que vous avez relevées dans ce recueil, dans cet ouvrage. Il y a plusieurs chapitres, et dans ce chapitre, ça s'appelle « Leçon de la forge ». Alors, pour les téléspectateurs, qui est votre père? Comment s'appelle-t-il? Qui est-il? Mon père qui s'appelait Salifou, de son prénom musulman, mais Thierry, c'est un surnom qu'on lui donne par rapport à son métier de forgeron et de son patronyme Tchakora, a été l'unique forgeron de mon village. Il a été surtout marqué par son infirmité, c'était un boiteux, et cette infirmité a été à l'origine d'ailleurs du métier qu'il va faire, parce que son père, mon grand-père donc, avait estimé que avec une diminution physique, il n'était pas apte au travail très dur de cultivateur. Il va l'envoyer apprendre ce métier de forgeron. À partir de là, il apprendra peut-être à la fois à forger le fer, mais aussi à manier les mots, à donner aux mots toute leur signification. J'ai commencé très tôt à accorder une certaine importance à tout ce qu'il disait, avant de me rendre compte plus tard, quand j'étais devenu ou suis devenu écrivain, que c'était une matière peut-être aussi importante que celle des livres que je lisais ou des expériences que je faisais en voyageant. Alors, dans votre ouvrage, vous constatez, en fin de compte, vous dites, et mon père était illettré, mais pas du tout, parce qu'il lisait le Coran. C'est vrai. Cette expression d'illettré prend une signification, à mon avis, un peu erronée. Elle signifierait qu'il ne savait ni lire ni écrire en français. Oui. Et longtemps, je l'avais accepté, on dit illettré. Non, il lisait le Coran, donc il lisait dans une langue qui n'est pas celle dans laquelle moi j'ai appris des choses à l'école. Leçon de la forge, donc c'est ce chapitre dans lequel il y a la voix de votre père. C'est ce que nous entendons. Alors, dès les premières lignes, vous le mettez déjà dans l'ambiance. Mon fils, vous dites, dans tout ce que nous disons, il y a des paroles dérisoires, voire ridicules. Oui, je pense que le vrai problème de la parole, c'est qu'elle nous est nécessaire. Mais le vrai problème de la parole, c'est que très souvent, nous ne savons pas en tirer le nécessaire. Nous pouvons en dire trop pour très peu de sens. Nous pouvons en dire pas assez pour qu'on puisse extraire un sens. Donc, la parole, ce que disait mon père, mérite peut-être qu'on la tamise pour laisser de côté les déchets qu'elle comporte nécessairement. Alors, ces citations, ces maximes que vous avez retraduites, retranscrites, oui. C'était en langue thème. En langue thème, oui. Tout le dialogue avec mon père, c'était dans notre langue, oui. La langue thème. Et le travail que moi j'ai fait, c'est de transporter ce que mon père disait en thème en français, de transposer ce que je disais à mon père en thème à partir des citations que je peux traduire aussi des textes d'auteurs en anglais ou en français ou en grec que moi j'ai lu en français. Donc c'est plutôt une sorte de voyage entre les langues, une sorte de retranscription d'une langue à une autre à partir du thème qui reste la base, puisque c'est vraiment la langue de dialogue entre mon père, l'unique langue dans laquelle mon père et moi avions fait notre dialogue, avions fait toute notre vie
ensemble. Ce que je peux appeler la vie avec mon père, c'est dans notre langue maternelle, l'unique que lui, il parlait. Ta langue ne coupe pas une paille, mais elle peut mettre le feu à tout un pays. Oui. C'est parce que vous aviez cette liberté de Oui, parole. oui, parce que la liberté de parole est nécessaire. Mais je pense quand même qu'il faut aussi, quand on est libre, quand on a une parole libre, être conscient du danger aussi de la parole. La parole n'est pas neutre. Un seul mot suffit pour dérégler des harmonies. Un seul mot suffit pour déclencher un conflit. Donc on est libre, mais aussi responsable des paroles qu'on prononce. C'est pour ça que mon père m'incitait à une très, très, très grande prudence par rapport à ce que je dis. L'homme peut tout créer, mais il ne sait pas créer. C'est pourquoi il demeurera petit sous les ordres de celui qui n'a pas besoin que nous croyions en lui. Mais il y a cette question. Il dit ces paroles parce qu'il pense, votre père, je lui avais dit, ne plus croire en Dieu tel que le décrit notre religion. Oui. Il vous croit athée. Oui, il me croit athée alors que pour moi, j'ai plutôt eu à un moment un véritable problème avec, pas Dieu au sens abstrait, mais le Dieu tel qu'il est défini par les humains. Je l'ai trouvé un peu trop doté de caractéristiques ou de caractères humains, j'allais même dire trop masculin pour être convaincant. J'estime, moi, personnellement, qu'il y a peut-être au-dessus du Dieu des humains un mystère. Le mystère que personne ne peut, traduire, ne peut comprendre, ne peut expliquer, et qui, lui, n'a pas besoin de nos croyances. Parce que nous savons, quelles que soient d'ailleurs nos convictions, qu'on soit athée ou pas, nous savons quand même que nous sommes issus d'un mystère. Il suffit quand même que nous nous posions la question de savoir pourquoi il y a quelque chose dans nous plutôt que rien. Et si nous posons cette question-là, nous arrivons aussi à une réponse qu'il y avait le rien avant que nous n'apparaissions. C'est un mystère que personne ne nous expliquera. Qu'on soit athée ou pas, au moins on peut l'admettre. Mon père avait pensé que dans ces réflexions-là, je remettais en cause ou en question Dieu auquel il croit. Non, c'est plutôt que ce Dieu-là me paraît un peu trop caricatural, trop humain pour être le mystère auquel moi je crois. Dans votre ouvrage, il y a beaucoup de références, beaucoup de thématiques qui sont soulevées, regroupées. On a l'impression que votre père, qui a eu 4 femmes, c'est ça, il me semble, parle beaucoup d'infidélité, de la jalousie. Oui, il mettait même plutôt en garde contre la jalousie. Il partait de l'idée qu'il y avait au-dessus, peut-être, de ce que les gens considèrent familièrement comme la fidélité, il y avait peut-être des relations encore plus solides. Il estimait que l'on n'avait pas à contrôler la vie de l'autre, mais peut-être à contribuer à son bonheur. Et contribuer à son bonheur signifie aussi lui laisser sa liberté humaine. Sa liberté humaine, oui. Alors parfois, vous traduisez pour votre père quelques extraits, quelques paragraphes de votre premier livre, Place des Fêtes, en langue thème. Pour quelle raison? Et quel était son regard quand vous traduisiez? Comme il ne savait pas, je ne pouvais pas lire mes livres directement en français, alors qu'il avait une curiosité pour qu'est-ce que tu dis dans tes livres. Je lui traduisais, surtout Place des Fêtes, qui a une teneur plutôt très cru, je lui traduisais quelques fragments pour avoir sa réaction. Et cette réaction-là me permettait aussi de mesurer ce que j'aurais peut-être écrit si mon père avait eu la possibilité de me lire. Je me dis peut-être que la façon dont j'écris aurait été différente parce que j'aurais pensé à son regard. Je le lui traduisais pour avoir cette réaction-là. Et oui, en sachant que ce n'était pas aussi simple pour moi de traduire du français exactement dans notre langue. Mais ce que je pouvais faire suffisait pour que j'aie une petite idée de sa réaction ou la réaction qu'il aurait pu avoir s'il avait eu la possibilité de lire Place des Fêtes entièrement. Dans votre ouvrage, exactement dans l'extrait 18, vous parlez d'une humiliation que votre père a vécue. Alors,
C'est vrai que votre livre comporte plus de 250 pages, 261 il me semble. Et c'est vrai que c'est à la fin que vous expliquez cette humiliation qu'il a subie. Et est-ce que vous voulez en parler? Oui, oui, oui. C'est l'humiliation que mon père a reçue dans un village où les croyances, même s'il y a l'islam, les croyances anciennes sont encore vivaces. Mon père a été accusé d'être responsable de la maladie de l'un de ses neveux. Et dans un village, si quelqu'un est reconnu coupable d'être un sorcier, comme on le dit, un mangeur d'âmes, disent les anthropologues comme Suzanne Lallemand, il y a des cérémonies qui sont, elles, destinées à libérer la personne des forces occultes, nuisibles en lui. Mon père a subi quand même cette cérémonie-là à un carrefour où on le lave avec l'idée de sacrifier un chiot, qui est quand même une grande humiliation pour un musulman, surtout pour un musulman qui a déjà fait un pèlerinage à la Mecque. Donc, cette humiliation-là, qui a été aussi accompagnée par une deuxième dont je parle, qui a consisté plutôt à un refus de paternalité pour 2 de ses enfants de la part de l'une de ses épouses, qui va, peut-être parce qu'elle avait elle aussi subi des choses avec lui et voulait se venger, dire publiquement que 2 de ses enfants ne sont pas de mon père, mais de l'un de ses amants ou de son amant, et qu'elle finira d'ailleurs par épouser. Donc ces 2 humiliations ont été un moment, disons, très fort, paradoxalement, dans la vie de mon père et dans la prise de conscience que moi aussi j'ai de mon rapport au village. Ce que j'ai dit dans le livre, c'est aussi que malgré tout ça, même si je sais que c'est tellement dur, je n'ai pas pu être totalement en colère contre les gens de mon village qui ont infligé cette humiliation à mon père, parce que je sais que mon père lui-même adhérait à ses croyances et que si l'humiliation était portée sur quelqu'un, il aurait peut-être adhéré à l'idée que la personne est réellement responsable du mal dont on l'accuse. Donc mon père est aussi quelqu'un qui a évolué dans ces croyances-là et il en a été victime comme d'autres avant lui. Mais le neveu était atteint du diabète. C'est pas diabète. Beaucoup de personnes ont le diabète, peuvent avoir le diabète. Donc ce n'est pas une croyance extraordinaire. Non, c'est-à-dire une maladie que beaucoup de personnes dans mon village ont. Parce que le diabète, avec beaucoup d'aliments qui ont du sucre ou une consommation un peu... Ben non, ça suffisait quand même pour que... on parte de l'idée que si il a été capable de lui transmettre le diabète, une maladie courante, c'est que les forces négatives en lui sont encore plus destructrices parce qu'il n'est même pas passé par un mal qu'on aurait pu dire mystérieux. Il passe par une maladie ordinaire, très répandue. Le diabète, c'est encore plus dangereux parce que si ça avait été un mal mystérieux que, disons, les guérisseurs traditionnels pouvaient facilement chasser, parce que là, le mal mystérieux, on le chasse, on ne dit pas on le guérit, puisqu'il est comme quelque chose qu'on transpose, on le chasse, ça aurait été peut-être encore moins dangereux qu'une maladie comme le diabète, qui nécessite l'intervention des médecins. Dans votre ouvrage, il y a également cette deuxième partie qui s'appelle Sur les flots du vaste monde. Là, c'est votre voix qu'on entend. Mais là, c'est étonnant parce que dans cette première partie, donc c'était votre père, la voix de votre père. Et là, dans ce chapitre, enfant, on découvre un peu d'hommage à votre mère, en fin de compte. Parce que votre mère, il y a une sorte comme si le lien était cassé. Oui, ma mère, ça a été d'ailleurs la partie plutôt la plus difficile pour moi à écrire, même si elle est la plus brève. Dans la mesure où je porte ça en moi, que ma mère et moi sommes passés l'un vraiment à côté de l'autre.
Elle est décédée quand j'avais seulement 12 ans, mais ma brève vie avec elle, c'est-à-dire au cours de ces 12 ans, m'a plutôt laissé cette impression qu'elle n'a pas nécessairement su m'aimer et que moi, je n'ai pas cherché non plus à l'aimer jusqu'au moment où elle partait, elle quittait le voyage pour la dernière fois, malade. Je n'ai pas senti de tristesse. Et même quand on vient m'annoncer sa mort, je n'ai pas senti de tristesse. C'était dû au fait que mon père, qui a eu, comme je l'explique dans le livre, beaucoup de difficultés à se marier, avait transposé sur moi toute une fierté d'avoir eu enfin un enfant et un garçon, et me permettait tout. Il me laissait faire tout, et il y avait une personne, ma mère, qui devait peut-être faire le contrepoids. Elle avait la sévérité nécessaire que mon père n'avait pas. Et cette sévérité avait créé une distance entre nous au point que même sa disparition me paraisse comme un soulagement. Et en grandissant, je sais quand même que j'ai peut-être été injuste envers une personne qui cherchait juste à rééquilibrer un peu l'éducation que je devais avoir, l'éducation qu'on devait me donner. Mais c'est vrai, ça a été quand même très difficile pour moi, cette partie. Oui. J'ai même choisi, vraiment volontairement, de parler très peu d'elle, dans la mesure où ce n'est peut-être pas le schéma habituel de dire on n'a pas tant que ça aimé sa mère, ou qu'on ne l'a même pas du tout aimé, et que même sa mort ne nous a pas fait souffrir. Oui, oui, vous l'expliquez très bien, vous n'avez pas pleuré, il y a toujours cette froideur, et même quand elle apparaît dans vos rêves... Il y a toujours cette distance, oui, même cette dans le rêve. C'est-à-dire, alors que mon père, je le vois, lui, dans les rêves, oui, comme si on continuait à parler, oui, même dans le rêve. Mais ma mère, c'est toujours la distance. C'est-à-dire la distance qu'il y a eu dans notre vie n'a pas été supprimée par la mort, la sienne. Vous dites... Quel dur métier, le métier de vivre. Et c'est juste cette phrase, je me suis dit, mais quel fardeau, qu'est-ce que vous aviez envie de nous dire, quelle confidence. Oui, disons, ça a été aussi un moment où je pense à un auteur, Pavé, c'est avec son livre « Le métier de vivre ». Et dans le métier de vivre, Pavé ne fait que montrer tout le poids de la condition humaine, dans la mesure où on a, disons, 2 points fixes, une naissance et on va vers la mort. Et entre ces 2 points, quelle que soit la durée, la vie n'est pas toujours une fête. Oui. Pour faire référence à un autre écrivain, Hemingway, la vie n'est pas toujours une fête, elle est quand même un poids, ça c'est sûr. Elle est un poids surtout quand elle arrive à un moment où on a d'autres choses qui sont très dures, très pénibles, dont je parle dans le livre. Par exemple, une fille autiste, à laquelle je consacre aussi une phrase. On sait que la vie, elle devient un certain poids avec lequel on a des arrangements. Quoi qu'on dise, on a des arrangements avec ce poids-là, mais ça reste un poids. On sait qu'au centre de son existence, il y a un poids très dur, et ça m'a renvoyé au livre de Pavé, c'est le métier de vivre. Autre question, c'est étonnant parce que votre chapitre, c'est sur les flots du vaste monde, donc oui, vous mettez votre voix. Mais moi, c'est pas la voix que j'entends, moi, c'est votre regard, parce que vous observez énormément, en fin de compte, à chacune de vos citations. Donc, ce sont des observations, on y voit donc le racisme, on y voit l'individualisme, donc c'est plus une voix, voilà, c'est vos yeux. Oui, ça dit la voix, c'est ce que j'ai peut-être dit dans l'introduction. Mes paroles sont un peu plus ailées, elles ont des ailes, celles de mon père avec des racines. C'est vrai que les miennes viennent vraiment de l'observation. C'est d'ailleurs pour ça que le titre générique pour cette partie est « Sur les flots du vaste monde ». Oui. Et sur les flots du monde, c'est plutôt l'observation pour avoir un regard qui devient celui de l'esprit. Il faut que les yeux aient été très attentifs. Et l'observation ou les observations
que j'ai fait à partir de mes voyages ou de mes lectures, de tout ce que... Oui, c'est ce qui m'inspire, les réflexions de la deuxième partie qui sont vraiment sur un autre ton que celui de mon père, qui sont plutôt, les observations de mon père sont plutôt de l'ordre de l'inspiration. C'est-à-dire, il y a un espace très ancré d'où il tire ses réflexions, ses idées. Les miennes me viennent vraiment de ce vaste monde où mes yeux jouent un énorme rôle. Dernière question pour clore ce premier chapitre. Vous avez un fils qui est né en 1987. Oui. Il a vécu plutôt avec sa maman. Oui. Alors, à votre tour, quelle relation entretenez-vous aujourd'hui avec votre fils? Oui, mon fils qui vit au Togo, qui a eu 31 ans ce mois-ci, et moi, c'est vrai qu'on a une relation qui est à la fois celle de père et fils, celle de maître et élève et celle d'amis, dans la mesure où lui, il peut aussi aller chercher dans les livres beaucoup d'enseignements que moi, j'ai trouvés. Les livres, il les lit en français, contrairement à mon père. Il a aussi ses propres pistes de compréhension du monde. Il n'en demeure pas moins que je reste pour lui le père, je reste celui dont il écoute les conseils, je reste celui qui donne aussi des pistes de lecture supplémentaires quand il n'a pas encore découvert peut-être certains auteurs que moi j'ai lus. Donc nous avons vraiment un échange qui va être aussi, à mon avis, en partie comme celui que j'ai eu avec mon père, mais dans les deux langues, en thème et en français, et puis un échange qui est celui que des amis peuvent avoir. Et mon fils, après d'ailleurs la lecture de ce livre, a plutôt pensé à une réponse. Il était déjà dans sa démarche d'écrire. Ce livre lui a donné de nouvelles pistes et donc il réoriente son projet d'écriture à partir de ce qu'il a lu dans ce livre, puisque beaucoup de choses, il les découvre. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Samy Tchef. Nous allons passer tout de suite à la deuxième partie, carte sur table. Merci. Pour carte sur table, Samy Tchak, on va parler de ce collectif, de ce livre qui s'appelle « Osons la fraternité ». Vous pouvez nous en dire plus? Oui, « Osons la fraternité » est un livre que Patrick Chamoiseau, et écrivain très connu, prix Goncourt, un écrivain que j'apprécie énormément, et Michel Lebris, qui organise depuis plus de 30 ans le festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, ont eu l'idée de publier en demandant à une trentaine d'écrivains des textes, des écrivains dont Jean Rouault, L'Ecclésio, beaucoup d'auteurs pour produire des textes dont les droits d'auteur iront à une association qui travaille avec les migrants. Donc c'était une façon pour les écrivains de marquer aussi cette solidarité dans la thématique assez complexe des migrants en Europe, c'est vraiment surtout en Europe, et au-delà de leur solidarité, passer des mots à quelque chose de concret, dans la mesure où, oui, les droits, peut-être qu'une association en a encore plus besoin quand même des fonds pour aider que de ce que nous disons. Mais ce que nous disons a peut-être quelque chose qui va au-delà de l'action, c'est-à-dire une prise de conscience de notre part et un effort pour mobiliser beaucoup de personnes à prendre aussi cette conscience-là. À la fin du livre, il y a une sorte de manifeste que les écrivains ont signé. C'est vraiment un appel à une fraternité. On sait très bien que ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Il ne suffirait pas de dire « il faut que les gouvernements fassent, il faut qu'ils fassent ». Nous savons que c'est compliqué, c'est très compliqué. Tout ce que nous disons, c'est qu'à un moment, au-delà même de ces difficultés qu'ils rencontrent, qu'ils laissent un tout petit peu plus exprimer en eux leur humanité.
quand on est en face d'un humain, quel que soit ce qu'il transporte comme peut-être danger potentiel, quand on est en face d'un humain, on est en face d'un frère ou d'une sœur. En ce moment-là, ce que nous exprimons, c'est d'abord notre humanité. Ensuite, oui, les problèmes peuvent se poser, on peut les régler ou on peut ne pas les régler, mais on se dit, si on part de l'idée qu'il faut privilégier la réflexion sur les problèmes, sur la réflexion qu'on doit avoir sur des humains qui sont déjà là, oui, bon, ben c'est notre humanité que nous perdons. Ce que nous disons, c'est que malgré les difficultés, que nous ayons un peu de cœur pour ces gens qui arrivent après. Oui, d'accord, il y a des problèmes à régler. Ils ne sont pas simples, nous le savons. Et surtout qu'il y a, j'ai vu certains noms comme Christiane Taubira. Christiane Taubira, qui fait partie des gens qui a eu cette générosité aussi de nous accompagner dans le travail, qui fait la promotion de ce livre, qui nous aide dans la promotion. Christiane Taubira, qui, on le sait, porte aussi ce combat pour l'humanité très très haut. Dit, bon, ben, voilà. Mais comment a-t-il fait, Patrick Chamoiseau, il vous a tous convaincus? Enfin, il est passé par les attachés de presse, les maisons d'édition, il a rassemblé tous les écrivains. De quelle manière, en fin de compte, pour suivre disons que il y a quand même une autorité incontestable. C'est vrai que bon, ben, tout le monde n'aurait peut-être pas pu obtenir, surtout dans des délais très très courts, que ce livre se fasse. Mais il a suffi que Patrick nous envoie des mails. Je souhaiterais qu'avec Michel, nous souhaitons que, bon, ben, il en a convaincu quand même, bon, ben, certains n'ont peut-être pas pu parce que c'était un peu trop court, mais la plupart des auteurs que Patrick a contactés, ils ont quand même donné des textes. Et là, bon, le livre, on peut dire que l'accueil est plutôt très favorable et l'association que nous soutenons, satisfaite des fonds qu'elle a déjà, parce qu'il y a quand même déjà une partie des fonds qui lui est versée. Ah bah super, bah j'espère que ça continuera. C'est ce que nous espérons, qu'il y a beaucoup d'activités. Nous avons parlé de ce livre à la Maison de l'Amérique latine et il y a eu l'Académie de Versailles qui aimerait faire beaucoup d'activités dans les écoles avec ce livre auprès des élèves pour les sensibiliser. Donc des auteurs qui vont intervenir. Donc nous avons vraiment un grand espoir que l'association va encore bénéficier des retombées de ce livre. Osons la fraternité des écrivains aux côtés des migrants. Voilà. Eh bien, passons tout de suite au coup de cœur. Pour ce coup de cœur, Samy Tchak, alors vous avez pris quel auteur? Oui, pour ce coup de cœur, j'ai pris un auteur. Bon, ben là, je ne fais pas découvrir un prix Nobel parce qu'il a eu le prix Nobel. Isaac Bashevis Singer est très connu, il est très connu. Mais les coups de cœur que j'ai choisis ne sont pas nécessairement des livres de lui qui sont connus. Son livre Au tribunal de mon père. Ce n'est pas celui que les gens connaissent le plus parce qu'on connaît ses grands romans, Au tribunal de mon père. Et pourquoi l'avoir choisi Au tribunal de mon père? Un lien avec Ainsi parlait mon père? Ce que j'allais dire, c'est même une reconnaissance de dette parce que quand on lit le titre de mon livre, Ainsi parlait mon père. On pense à Ainsi parlait Zarathustra. Voilà, et c'est ce que j'ai entendu. On pense à Nietzsche, Ainsi parlait Zarathustra, ce qui... je comprends ça, mais celui à qui je dois beaucoup, c'est Singer avec Au tribunal de mon père, parce que c'est un livre où il restitue la vie d'une grande partie des personnes qui venaient voir son père. Son père est un rabbin, et à ce rabbin, les gens se confiaient. Ils venaient parce qu'il y a un problème avec leur fils, leur fille. Il y a un problème au sein du ménage. Il y a un problème de vol. Il y a une histoire de mariage. Et le père d'Isaac avait toujours un conseil à donner. Quel que soit le problème, il avait un conseil à donner, un conseil positif pour faire face au problème. Quand j'ai lu Au tribunal de mon père, j'ai compris peut-être
le trésor que le mien m'avait transmis et que je n'avais pas encore exploité. Et après la lecture de ce livre au tribunal de mon père et de celui qui a suivi de nouveau au tribunal de mon père, je me suis dit, je vais peut-être faire comme Singer, donner la parole à mon père. Ce ne serait pas à son tribunal, mais c'est plus ou moins à la forge de mon père. Donc, c'est non seulement un bonheur de lecture, mais c'est aussi une source d'inspiration pour moi. Merci beaucoup, Samy Merci. Chirac. Merci pour votre coup de cœur. Et puis aussi, vous êtes venu pour votre dernière parution, Ainsi parlait mon père, aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci à vous. Merci. Et puis quant à vous, mes chers complices, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur, comme d'habitude, bourré de talent. Merci de votre fidélité. Au revoir et à bientôt.